Merci aux organisateurs de ce forum de m'avoir invité à vous parler donc d'enseigner, éduquer dans un monde problématique. Alors, je partirai d'un constat tout à fait banal, c'est que c'est une évidence pour tout le monde que nous vivons dans un monde qui est en perpétuel changement, et un changement de plus en plus rapide. Je pense que c'est vrai pour la Suisse aussi. Hein. Et c'est un monde qui est non seulement en changement perpétuel, mais qui est devenu instable, incertain. Il est devenu liquide, comme disent certains philosophes, en particulier le philosophe polonais Bauman. Alors ma question est celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer ou enseigner, transmettre dans un tel monde? Et j'y répondrai par ce qui a l'air de sembler évident, une sorte de tautologie, à savoir que puisque nous vivons dans un monde problématique, eh bien la tâche de l'éducateur, de l'enseignant, c'est d'y préparer ces jeunes. Comme disait Paul Ricoeur, il faut introduire ces jeunes dans un univers problématique. Et la tautologie consiste en ceci, que pour introduire les jeunes dans un univers problématique, eh bien, il faut leur apprendre à problématiser. Alors ça a l'air évidemment de quelque chose de tout à fait évident. Ça l'est moins quand on commence à creuser la question, à se dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est que problématiser, hein, et comment on peut enseigner ou faire apprendre à problématiser. Alors je développerai ce point-là. Est-ce que ça fonctionne, ça? Oui, voilà. Donc je développerai mon exposé en 3 points. Qu'est-ce que monde problématique et comment s'y repérer? Qu'est-ce que problématiser? Et enfin, quelles conséquences pédagogiques et didactiques en matière de conception du savoir, le savoir, l'apprentissage, et je dirais peut-être un mot, si j'ai le temps, sur la question de l'interdisciplinarité, qui, je sais, vous préoccupe, hein, mais on verra, si ça dépendra du temps. Alors, comment s'adapter? Qu'est-ce que c'est qu'un monde problématique et comment s'adapter à un monde problématique? Alors, il faut partir du fait que on parle de crise de la culture, de questionnement perpétuel des institutions. On parle même, comme le sociologue Dubé, de désinstitutionnalisation. L'école ou la formation, en général, n'échappe pas à ces crises. Et je crois que ces crises ne sont pas des phénomènes passagers, mais sont structurels. C'est-à-dire que depuis que nous sommes rentrés en modernité, ou certains disent en post-modernité, eh bien, c'est au fond le fonctionnement normal de notre société d'être toujours en renouvellement permanent, questionnement permanent. Donc, il faut peut-être s'y habituer et cesser d'espérer de sortir un jour, hein, de cette affaire-là pour retrouver quelque chose, une espèce de sérénité, etc. Donc, mais je dis tout de suite que je veux décourager personne, et au contraire, de voir comment on peut essayer de s'y retrouver et de se trouver relativement bien dans un tel monde. C'est-à-dire, au fond, comment peut-on apprivoiser, hein, ce changement perpétuel, ce questionnement perpétuel. Alors, qu'est-ce qu'un monde problématique? Eh bien, je reprends une expression d'un philosophe hongrois, qui s'appelle Lukács, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Théorie du roman ». Alors, on me dirait, ça n'a pas grand-chose à voir. Si, dans la théorie du roman, ce qui est une étude sur les genres littéraires, hein, sur l'épopée, sur la tragédie, le roman, etc., Lukács montre que le roman anticipe, hein, l'univers du roman anticipe ce que va devenir notre monde, anticipe l'esprit de notre monde. Parce que par rapport aux autres genres littéraires, si vous voulez, comme l'épopée ou la tragédie, eh bien le roman, dit Lukács, exprime la disparition de toute fin évidente, la désorientation décisive de la vie entière. Autrement dit, le héros
de l'épopée, il peut avoir des tas de problèmes. Hein, il doit subir des épreuves, mais il connaît sa mission, il n'a pas de problème d'identité. Il sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire. Alors bon, il y a quelquefois des difficultés à le faire, mais il n'a pas de souci d'interrogation sur le bien fondé de sa mission et sur lui-même. Et il en est de même. Alors dans la tragédie, évidemment, il y a plusieurs valeurs qui s'opposent, mais là encore, Antigone, c'est ce qu'elle défend, et Créon aussi. Donc ils n'ont pas ils ont des problèmes entre eux, mais ils n'ont pas des soucis pour savoir, au fond, vers quoi ils doivent s'orienter. Alors que dans le roman, dit Lukács, eh bien, les personnages de roman, les héros de roman, sont des héros qui se cherchent, hein, qui essaient de trouver leur identité, leur origine, leur mission, etc. Et donc, ce phénomène littéraire anticipe donc le caractère problématique de notre monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un monde problématique? Eh bien, ça veut dire vivre dans un monde qui est en perpétuel questionnement sur lui-même. Hein. Je prends deux ou trois exemples, mais je n'y insisterai pas. Beaucoup de choses deviennent moins évidentes qu'il n'y paraissait. En France, nous avons récemment légaliser le mariage homosexuel. C'est quelque chose qui montre que nous vivons dans un monde problématique parce que, au fond, nous avons réouvert la question, hein, qui paraissait complètement fermée, évidente, hein, que le mariage, c'était une union entre un homme et une femme. Voilà. Bon. Donc, cette question pose à nouveau frais, si vous voulez, le problème de la famille. C'est-à-dire qu'on est passé d'une solution qui paraissait évidente au problème anthropologique de la famille, et nous sommes obligés de réouvrir ce problème. C'est-à-dire le problème plus fondamental qui soit, hein, c'est-à-dire comment articuler alliance, filiation et transmission. Ça, c'est un problème que toutes les sociétés se posent. Hein. Et évidemment, les réponses sont complètement différentes. Il y a des types de familles différents. Il y a des familles claniques, il y a des familles sur plusieurs générations, sur 2 générations, sur 1 génération, etc. Et donc, on repose l'ensemble de ces problèmes. Comment articuler alliance, filiation et transmission de l'héritage matériel et culturel? Quelles sont les manières acceptables de le faire, hein, parmi toutes ces manières possibles? Acceptable parce qu'elle respecterait ce que nous pensons être le droit des individus, le droit des enfants, etc. Alors, autre exemple, est-ce que nous savons bien aujourd'hui ce que c'est qu'être un homme et une femme? Si les modèles de féminité et de virilité que nous avions construits, hein, ne vont plus de soi. Hein, on voit bien la problématique du sexe et du genre. Hein. Voilà, donc j'insiste pas, hein, c'est-à-dire qu'au fond, le monde problématique, c'est un monde dans lequel la question qu'est-ce que, hein, qui était qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un homme, une femme, qu'est-ce que l'école, qu'est-ce que l'éducation, c'est un monde dans lequel cette question qu'est-ce que ne débouche pas sur une réponse unique ou une définition, hein, mais la plupart du temps sur une série d'autres questions. C'est-à-dire qu'au fond, le monde problématique, c'est un monde dans lequel, évidemment, nous sommes obligés de réouvrir les problèmes fondamentaux, les problèmes anthropologiques. C'est-à-dire qu'on revient évidemment aux problèmes fondamentaux de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que transmettre? Qu'est-ce que c'est que la famille? Qu'est-ce que c'est que la culture, etc. Et donc, nous sommes sortis, comme disaient les philosophes, nous sommes sortis d'un monde platonicien. D'ailleurs, un monde platonicien, c'est un monde, justement, où on peut répondre de manière certaine à la question « qu'est-ce que ?» Parce qu'on a une idée, parce qu'on a une essence, comme disait Platon, on a des définitions. Voilà. Un monde problématique, c'est un monde qui n'est plus platonicien, c'est-à-dire où nous sommes renvoyés à la nécessité de réouvrir les grandes questions fondamentales de l'humanité. Alors, évidemment, vous me direz que ce n'est pas nouveau, hein, ces interrogations, que dans l'histoire, il y a eu des révolutions,
intellectuelle, politique, etc. Et en particulier, il y a une grande rupture qui m'intéresse, c'est la rupture de la modernité. Hein. C'est le moment où on sort dans Renaissance et réforme protestante. Hein. C'est en général les historiens, ces deux événements que les historiens reconnaissent comme l'entrée en modernité. Alors évidemment, c'est la fin du cosmos ancien, c'est la fin du cosmos ancien et médiéval, et c'est la fin d'un monde qui valorisait la permanence, l'éternité, les choses qui ne changent pas. On rentre dans un monde qui change, et on valorise le changement. Hein. Et c'est vrai que, alors, j'ai beaucoup travaillé un philosophe américain, John Dewey, qui est quand même un petit peu connu en éducation, hein, mais qui est en fait un grand philosophe qui a fait un système philosophique non seulement concernant l'éducation, mais concernant la théorie de la connaissance, la politique, l'éthique, l'esthétique, etc. Et finalement, ce philosophe, John Dewey, prête attention à ce bouleversement qui intervient à l'aube de la modernité, hein, lorsque Galilée fait ses travaux sur la chute des corps et autres, et invente, ou en tout cas établit définitivement la méthode expérimentale en science. Donc cette méthode que Dewey appellera la méthode d'enquête. Voilà, la méthode d'enquête. Alors pour moi c'est très important parce que cette méthode d'enquête, on va voir que c'est ce qui permet, je dirais, au point de vue de la connaissance, hein, de s'y retrouver dans ce monde problématique. Alors, cette démarche expérimentale qui intervient à l'aube de la modernité, finalement, elle n'a pas été comprise par les philosophes modernes, nous dit Dewey. Les philosophes modernes, comme Descartes, même comme Kant, etc., ils ont Newton aussi, hein, ils ont célébré cette méthode expérimentale, ils y ont vu un changement fondamental dans, je dirais, non seulement la théorie de la connaissance, mais aussi le rapport au savoir en général, le rapport à la culture en général, mais ils ont été un peu effrayés, dit Dewey, et ils se sont précipités sur la recherche de points fixes, d'absolus. Oui. Ils ont dit, finalement, il faut fonder cette méthode. Alors Descartes, par exemple, il dit, oui, il faut chercher une première vérité, une vérité absolue, donc je pense, donc je suis. Voilà, ça c'est quelque chose d'absolument certain. C'est un principe premier sur lequel on va fonder le savoir. Et puis Kant va dire, on va faire la révolution copernicienne, on va faire tourner le monde des objets autour du sujet. Et voilà, le sujet, la structure du sujet, la structure de connaissance du sujet, hein, donc le sujet transcendantal, comme disaient les philosophes, ce qui permet la connaissance, voilà, ça c'est le point fixe sur lequel la connaissance, autour duquel la connaissance va tourner. D'autres diront, mais non, le point fixe, c'est la fin de l'histoire. C'est Condorcet, alors c'est le progrès. Alors on va faire un terme qui sera une société scientifique, une société de culture, etc. Vous voyez, donc les modernes, dit Dewey, ils ont reconnu le changement, ils ont accepté cette méthode expérimentale, mais ils se sont dépêchés d'en dénaturer la portée en cherchant des absolus, des points fixes, des choses qui ne changent pas. Et en fait, la véritable signification de cette méthode expérimentale, dit Dewey, c'est que, au fond, de nous enseigner que, il n'y a pas d'absolu, et que 2, on peut se débrouiller sans ça. Et ça marche très bien. Hein? Alors, petite citation, justement, hein, dans l'ouvrage qui s'appelle « Reconstruction en philosophie », un élément nouveau est intervenu dans les sciences naturelles, mais aussi dans les critères et les principes moraux. C'est-à-dire qu'au fond, cette méthode d'enquête, elle est bien sûr d'abord à destination de la science, mais cette méthode d'enquête, elle peut être valable, dit Dewey, pour tous les problèmes de la culture,
de la politique, de la morale, etc. En effet, la science naturelle, en raison de son propre développement, est contrainte d'abandonner tout postulat fixiste et de reconnaître que ce qui passe pour universel est, de son point de vue, processus. L'idée d'un processus de connaissance qui finalement, a sa propre, construit, élabore ses propres normes en marchant. L'expérience. Cependant, la philosophie, comme l'opinion commune, considère que ce fait de science est un détail technique, alors qu'il s'agit, j'insiste là-dessus, c'est le mot de Dewey, de la découverte la plus révolutionnaire jamais faite. La découverte la plus révolutionnaire. Autrement dit, si vous voulez, les philosophes modernes, du XVIIe, XVIIIe siècle, ont bien reconnu l'importance de cette méthode expérimentale, mais ils ont réduit cette importance à quelque chose qui est un changement de méthode scientifique, etc. Ils n'ont pas vu le point essentiel, c'est qu'elle nous obligeait, elle nous faisait sortir des absolus, et elle nous indiquait aussi le moyen de raisonner en termes de processus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Dewey? Ça veut dire que cette démarche scientifique, elle nous donne l'idée d'une expérience qui se construit, et qui non seulement se construit, mais édicte ses propres normes. Si vous voulez, il n'y a pas de normativité extérieure, transcendante, qui viendrait d'ailleurs. C'est la démarche elle-même qui, en fonction de ce qui est réussi ou de ce qui ne réussit pas, en fonction de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, édicte ses propres normes. Voilà. Et donc, ce que Dewey appelle la découverte la plus révolutionnaire jamais faite, c'est le fait qu'on invente d'abord dans les sciences, mais qu'on peut généraliser ensuite, ce processus de recherche qui nous fournit le modèle de rationalité dont nous avons besoin dans un monde problématique qui est le nôtre. C'est une manière d'apprivoiser le changement, que Dewey appelle l'enquête. Voilà, la modernité cherchait des points fixes et absolus en dehors du changement. Dans le questionnement ou la problématisation, ou l'enquête, nous avons affaire à des points fixes provisoires dans le changement lui-même. C'est ça l'énorme différence. C'est que, bien sûr, il y a des points fixes provisoires dans le changement lui-même. Alors je m'explique. Parce que, évidemment, l'erreur serait de croire que cette démarche d'enquête, cette démarche de questionnement, ça consiste à mettre tout en question, n'importe comment et à tout propos. C'est absolument pas ça. Quand un scientifique pose un problème, c'est toujours sur la base d'un savoir déjà là. Il part toujours d'un certain nombre de faits ou de résultats antérieurs qu'il considère comme fiables. On est passé de vérité absolue à fiable. C'est fiable. C'est une différence fondamentale. C'est fiable. On considère que c'est fiable. Mais il se peut que, en poursuivant l'enquête, on s'aperçoive que ce qu'on considérait comme fiable ne l'est plus. Ben oui. Mais ça n'empêche pas l'enquête de fonctionner. Oui. Donc, on est passé, dit Dewey, à une idée de la vérité absolue à, je dirais, des certitudes qui sont de l'ordre de la fiabilité, un peu, dit-il, comme on considère qu'une machine est fiable. On prend l'avion, mais on sait que les avions, ça peut tomber. Mais oui, mais bon, ça n'empêche pas de prendre l'avion. Donc, c'est le problème de la fiabilité, si vous voulez. La fiabilité. Alors, évidemment, donc je reviens à cette idée que c'est absolument, comment dirais-je, il faut se garder de cette idée que, voilà, la problématisation, c'est de tout mettre en question, c'est un questionnement brouillon, etc. Non, pour qu'il y ait questionnement, pour qu'il y ait problématisation, il faut s'appuyer sur du hors-question. Tout ne peut pas être mis en question. C'est une absurdité logique. Quand quelqu'un vous dit « je mets tout en question », c'est qu'il ne va pas bien. Bon,
d'accord, mais c'est une absurdité logique, c'est impossible. Le philosophe Wittgenstein dit, par exemple, il y a des images du genre, je pense qu'elles vont intéresser notre caricaturiste, il y a des images du genre, pour qu'une porte s'ouvre et se ferme, il faut des gonds fixes. Moi je dis, on ne peut pas faire des trous dans l'eau. Essayez de faire des trous dans l'eau. Oui. Donc finalement, ça veut dire que tout questionnement suppose du hors question. En fait, c'est une dialectique de hors question et de en question. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à la problématisation. Alors évidemment, je vais prendre un exemple. Par exemple, quand le physicien cherche à expliquer les saisons, ou quand le prof cherche à ce que ses élèves comprennent quelque chose au phénomène des saisons, au phénomène astronomique des saisons, eh bien, il va évidemment poser la question, c'est bien joli, mais après, si on veut continuer, si on veut construire le problème, alors on va être obligé de s'appuyer sur des faits, et sur des faits qui sont, par exemple, voilà, ce que j'appelle des données du problème. Oui, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, voilà, à une année, que sa trajectoire est légèrement elliptique. Alors, beaucoup ont entendu parler des ellipses. Alors, ils disent, voilà, c'est une ellipse, ce qui va provoquer des erreurs, parce qu'elle est très légèrement, elle est quasi circulaire. C'est d'autres planètes qui ont des trajectoires elliptiques. Et lorsque c'est l'été dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. Ça, c'est fondamental, parce que si on n'intègre pas cette donnée, on ne peut pas construire l'affaire. Et en Suisse, il y a 4 saisons, je crois. Bien que personne, il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de saisons, mais bon, de manière astronomique, voilà. Donc, ça, vous voyez, alors, on ne peut pas construire ce problème si on n'a pas des points fixes. Alors, il se peut que, alors là, bon, c'est évidemment, c'est relativement fiable ces données-là, mais bon, il y a des problèmes plus complexes où les données sont moins fiables que ça. Mais vous ne pouvez pas construire ce problème sans vous assurer, n'est-ce pas, de connaissances fiables. On ne peut questionner que si tout n'est pas remis en question. Alors, et donc, voilà, au fond, c'est très simple, ce que je veux dire là, c'est que le monde problématique, c'est un monde donc, qui a perdu toute idée d'absolu, où il est impossible de proposer quelque chose d'absolu. Alors, évidemment, l'option pessimiste, c'est de dire, oh là là, tout fiche le camp, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? Donc, c'est le scepticisme, c'est le relativisme, etc. Non, dit Dewey, non, il y a d'autres façons de s'en tirer. C'est justement de rentrer dans ce processus d'enquête, c'est-à-dire au fond, non pas d'abandonner la raison, mais de trouver une autre manière de faire fonctionner cette raison. Et alors, au fond, c'est cette démarche d'enquête ou de problématisation que Dewey va essayer de généraliser à l'éducation, notamment, mais aussi à la politique, à l'éthique, etc. Alors, donc j'aborde mon deuxième thème maintenant. Bon, qu'est-ce que problématiser? Alors, parce que évidemment, tel que je suis parti, vous pensez bien que je vais essayer de montrer que on ne peut s'en tirer dans ce monde problématique que si on apprend à problématiser. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire, problématiser? Voilà. Alors, là aussi, le problème quand les idées se répandent, tout le monde aujourd'hui problématise. Tout le monde a des problèmes. Ça, c'est pas nouveau, mais tout le monde problématise. Voilà. Alors, j'ai essayé aussi de voir ce que ça voulait dire dans les textes officiels des programmes ou de l'école française. Et on en ressort avec les idées, on en ressort un peu pessimiste, parce qu'on se dit que quand les idées se répandent, quand les bonnes idées se répandent, ça devient assez vite n'importe quoi. Voilà. Alors c'est pas parce qu'on entend dire je problématise, je questionne, etc., que ça veut dire quelque chose de très intéressant. Mais ça, c'est le destin des idées qui se répandent dans la culture. Voilà. Donc il faut sans cesse
faut sans cesse essayer de remettre les choses un peu au point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et notre équipe? On travaille depuis, j'ose pas dire combien de temps là-dessus, enfin au moins une bonne trentaine d'années à l'université de Nantes. Et donc, voilà, la première chose, enfin je vais tout de suite vous introduire là, le schéma que j'utilise, que j'appelle losange de la problématisation. D'abord, l'idée que problématiser, c'est distinguer, il faut distinguer la position du problème, la construction du problème et la recherche de solutions. Parce que quand on parle de problématiser, en général, on se précipite sur la résolution du problème. Or, on ne peut pas résoudre un problème si l'on ne l'a d'abord construit. Voilà. Et donc, avec notre équipe, on insiste beaucoup sur la construction du problème. Je prends un exemple très simple. J'ai mal à la tête. Ce n'est qu'un exemple, hein, savez-vous. Ça, c'est poser le problème. Un problème m'est posé. Mais ce n'est pas pour ça que je peux le construire, le problème. Celui qui va construire ce problème-là, c'est le médecin. C'est le médecin qui va dire, votre mal à la tête, bon voilà, c'est une donnée, mais en fonction de ce que je sais des maladies, de ce que je sais, qu'est-ce que ça peut être, quelle hypothèse je peux en faire, etc. Donc vous voyez, la construction du problème, ça relève d'une sorte d'expertise. Hein, et puis la résolution du problème. Donc il y a trois dimensions du problème. La position, la construction et la résolution. Je dis pas que ce sont des phases, c'est-à-dire que tout à l'heure je me suis un peu avancé, j'ai dit d'abord, non, bon, on pose, oui, il faut poser le problème, parce que sinon, voilà. Mais après, est-ce que la construction précède la résolution? C'est très compliqué. En général, vous voyez bien dans les enquêtes policières, on a des pistes, on croit avoir trouvé le coupable, puis on s'aperçoit que c'est pas ça, donc on revient, et on s'aperçoit qu'on a mal construit le problème, on repart tout à zéro, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'abord la position, ensuite la construction, et ensuite la résolution. Non, c'est beaucoup plus un processus interactif, où on a des hypothèses, on se rend compte que ça ne marche pas, on revient, etc. Et finalement, on peut construire le problème. Souvent, on construit le problème à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte ou non que le processus est cohérent. Bon. Mais enfin, en tout cas, il est nécessaire de distinguer ces trois dimensions et de bien donner son importance à la construction du problème. Alors, qu'est-ce que c'est que construire un problème? Eh bien, je dirais que tout questionnement ne devient pas problématisation. Ce n'est pas parce qu'on questionne qu'on problématise. On problématise si le questionnement débouche sur... est-ce que ça va pointer ça? Oui. Il débouche sur... voilà, la construction du problème, elle est ici, c'est-à-dire sur l'articulation de données et de conditions. C'est ça qui définit la construction du problème. Alors, si on prend l'exemple du diagnostic médical, hein, bon, le patient a mal à la tête, voilà, bon, le médecin va faire une auscultation clinique, il va chercher il va mettre le doigt sur des données, sur des indices, hein, sur des symptômes. Hein. Mais vous voyez, la différence entre le profane et le médecin, c'est que lui, il va mettre, enfin si c'est un bon médecin, hein, il va mettre l'accent sur les données vraiment significatives. Et comment il peut mettre l'accent sur les données significatives? Eh bien parce qu'il a ce que j'appelle les conditions, c'est-à-dire les conditions ici d'intelligibilité du phénomène, ou les conditions de possibilité du phénomène, c'est-à-dire que c'est son savoir médical qui va lui permettre de sélectionner les bonnes informations que je vais lui donner ou qu'il va repérer à l'auscultation. Donc c'est bien l'articulation entre les conditions, c'est-à-dire ici le savoir médical et les données qui résultent de l'auscultation, c'est ça qui va faire la construction du problème. La résolution du problème va être d'abord le diagnostic, c'est-à-dire savoir ce que j'ai, puis il y a d'autres résolutions, chercher des médicaments ou autres pour la guérison. Mais vous voyez, j'insiste beaucoup sur l'articulation entre données et conditions du problème. Autrement dit, le processus de problématisation vous voyez, est un processus à deux dimensions. Il y a une dimension horizontale, position, construction, solution,
et une dimension verticale ou articulation de données et de conditions. Évidemment, c'est ça qui est le plus difficile et qui constitue l'âme de la problématisation. Ah. Alors, je vais y insister là-dessus. Si on reprend, je reprends mon problème des saisons. Hein, voilà. Je suis obsédé par le fait qu'il n'y a plus de saison. Hein, voilà. Donc, alors voilà. Donc, alors évidemment, supposez un enseignant qui pose cette question à ses élèves de collège. Alors, ça a été étudié par des didacticiens. Hein. Voilà. Alors, voilà. Comment se fait-il qu'il y ait en Suisse, hein, voilà, 4 saisons. D'où ça vient qu'il y ait 4 saisons? Alors, c'est pas partout pareil, etc. Mais restons chez nous, hein, voilà, 4 saisons. Bon. Voilà. Alors, bon, évidemment, on ne peut traiter cette question. Alors, ce que j'ai oublié de dire, on ne peut traiter cette question que si on se place dans un cadre précis. Il n'y a pas de problématisation sans cadre. Qu'est-ce que ça veut dire le cadre? Mais si je pose, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, il y a un genre littéraire qu'on appelle le conte d'origine. Hein, ça existe dans la littérature. Voilà, comment la Terre s'est créée, comment les races se sont créées, pourquoi il y a des blancs, des noirs, etc. Donc, on peut imaginer des genres. Il existe des genres littéraires qui posent cette question des saisons, hein, peut poser cette question dans le cadre du conte d'origine. Vous voyez, le cadre, c'est ce qui permet, c'est ce qui détermine a priori, si l'on peut dire, dès qu'on a posé le cadre, le genre de questions et de réponses admissibles dans ce cadre. Par exemple, je me suis toujours posé la question, comment se fait qu'un jeune élève, par exemple, de maternelle, si vous voulez, très jeune, hein, donc 6-7 ans, il passe d'un cadre à l'autre, il est capable de passer d'un cadre à l'autre. Par exemple, on vient de parler des contes d'origine, et puis on va parler du loup ou du chien, mais en naturaliste. Et là, il change de cadre. Et les enseignants ne s'aperçoivent pas toujours que ce n'est pas si évident que ça de changer de cadre. Il y a un moment où le loup parle, et demi-heure après, il ne parle plus. Ce n'est pas le même. Oui, on a changé de cadre de problématisation. Donc c'est très important. Le cadre, c'est aussi en science, on passe d'un paradigme à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme scientifique? C'est ce qui détermine ce que sont les bonnes questions à poser, les bonnes explications à faire, à quoi elles obéissent. Si on est dans un paradigme newtonien, par exemple, on a le droit même, l'obligation, de traiter des actions à distance, l'attraction. Mais il ne faut pas oublier que l'attraction pour les philosophes du XVIIIe siècle, comme Descartes et autres, et puis au XVIIIe siècle, c'est quelque chose de magique, l'attraction. Il y a des gens qui disent, attendez, mais l'attraction, c'est pas de la science, ça, c'est de la magie. Nous, on ne connaît que... on est dans un paradigme mécaniste où on ne connaît que des actions et des réactions entre les corps. Hein, il faut que les corps se touchent pour que ça marche. Attraction à distance. Vous voyez, donc il y a des paradigmes en science, c'est-à-dire il y a des changements de cadre. Et il y a des changements de cadre quand on passe de la science à la littérature, etc. Donc c'est très important la notion de cadre. Hein. Donc j'y reviens à mes saisons. Si la problématisation, elle est possible, c'est parce qu'elle va s'appuyer sur un certain nombre de données. Alors l'enseignant, il va peut-être les donner toutes, mais en général, enfin, c'est pas bon s'il les donne toutes, parce que c'est pas forcément ça le plus important, le plus intéressant. Ça peut être aussi d'en donner quelques-unes et pas d'autres. Hein. Voilà. Alors, on a fait cette expérience plusieurs fois. En général, les élèves qui sont quand même, ce sont des élèves de 11 ou 12 ans, là, vous voyez, de ce qu'on appelle le début du collège en France, vous voyez à quoi ça correspond chez vous. C'est un problème qui n'est pas facile du tout. Hein. Et alors, ils vont se fonder sur ces données-là. Bon, ils savent que la Terre tourne autour du Soleil, bon, d'accord.
en 372, ça va. Après, on leur a dit que les trajectoires des planètes étaient elliptiques, alors ils sont tout contents, mais manque de peau, en ce qui concerne la Terre, il faut surtout oublier ça, parce que sinon on ne comprend rien, parce que là, finalement, la trajectoire de la Terre, il se trouve qu'elle est quasiment circulaire. En tout cas, on doit négliger l'ellipticité pour comprendre quelque chose. Kepler, il a travaillé sur, je crois que c'est sur Mercure, enfin oui, sur des... Voilà. Alors, donc, il faut oublier, parce que sinon, voilà. Alors, et puis, on n'est pas obligé de donner le 4, ça va de soi, on n'est pas obligé de donner le 3 non plus au début. Alors, ce que font les élèves, quand on ne leur donne pas la donnée 3, c'est qu'ils disent, bah oui, l'explication, elle est quand même simple. C'est-à-dire que si la trajectoire du Soleil est elliptique, il y a un moment où la distance Terre au Soleil diminue, et là, c'est l'été. Et puis, il y a un moment où la distance Terre au Soleil augmente, et là, c'est l'hiver. C'est pas la peine de chercher à 14 heures. Alors, évidemment, on dessine au tableau. Alors, il dessine au tableau, et puis, évidemment, si vous dessinez ça au tableau, vous apercevez très, très vite qu'il y a 2 hivers et 2 étés dans une année, quoi. Enfin, bon, hein, puisque si la trajectoire est elliptique, voilà. Donc, oui, alors, donc, vous voyez bien, on a une hypothèse, on s'aperçoit que, oui, mais tiens, ça contredit la donnée 4. Pourquoi il y a 4 saisons? Mais il y a pas, les 4 saisons, c'est pas 2 étés et 2 hivers. C'est printemps, été, automne, hiver. Alors ça marche pas. Hein, donc voilà. Et donc alors oui. Alors c'est là où on peut introduire la donnée 3. Attendez, oui, mais attendez. N'oubliez pas que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver au sud et inversement. Alors là, ça veut dire que là, il faut changer complètement d'explication. Évidemment, le principe explicatif étant que la Terre est inclinée sur son axe. Ça, c'est le principe explicatif. Et on a construit le problème lorsque l'on a trouvé ce système explicatif. Ensuite, il faut vérifier. Et alors on fait le mouvement circulaire autour d'une source de lumière, et on s'aperçoit que, évidemment, il y a des zones qui sont éclairées. Et puis, évidemment, il faut pas quand même que il faut garder la même, parce que voilà, il y a aussi un obstacle qui vient de là. Bon, si la Terre ne fait pas ça, elle garde toujours la même, voilà. Et donc on s'aperçoit qu'évidemment, dans sa trajectoire annuelle, elle a certaines fois où un hémisphère est éclairé et l'autre dans l'ombre. Voilà. Donc vous voyez, voilà un exemple de problématisation. Enfin, j'allais dire tout simple, encore qu'il n'est pas, c'est pas simple de trouver l'explication pour des jeunes, et puis en général, même des adultes, si on se pose le problème, en général, c'est assez souvent que la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est la variation de la distance Terre au Soleil. Hein. Il faut ensuite réfléchir pour dire non, ça peut pas fonctionner. Hein. Voilà. Donc voilà, et donc on voit bien. Enfin, ça c'est la problématisation, donc adaptée à ce. Alors évidemment, comme c'est difficile, on peut aider les élèves. Il faut aider les élèves. Voilà, parce que on dit, on dit les élèves, il faut qu'ils trouvent les questions, il faut qu'ils posent les questions tout seuls, etc. C'est vrai, mais s'ils posent les questions tout seuls et si vous les aidez pas, en général, ils vont pas y arriver. Ou alors ils vont chercher la solution sur Internet. Mais ça oui, bien sûr. Mais tout est perdu, parce que l'intérêt, c'est quand même d'imaginer cette solution-là comme étant la seule possible, la seule compatible avec les données qu'on a. Parce que c'est pas le fait de trouver une réponse, c'est de trouver la réponse, c'est-à-dire la réponse, ça ne peut pas être autrement. Il y a un aspect de nécessité, si vous voulez. Quand on a construit le problème, on n'est pas sur du savoir que, c'est-à-dire on n'est pas sur de l'information, on est sur du savoir pourquoi. C'est-à-dire maintenant je sais pourquoi, c'est comme ceci, et ça ne peut pas être autrement. Et ça change, on va le voir, complètement, le rapport au savoir. Alors, je viens à mon troisième et dernier point. Oui, alors, juste simplement, comment aider les élèves? Voilà. Alors, comment aider les élèves? Évidemment, il y a deux dangers. C'est que soit je les aide en leur donnant la réponse dans la question, c'est-à-dire il y a une manière de questionner les élèves, tout le monde le sait, où les réponses sont contenues dans la question.
hein, ce qu'on appelle l'effet topaz. Hein. Vous savez, c'est Marcel Pagnol avec cet instituteur, Topaz, qui ne souhaite pas que ses élèves fassent des fautes d'orthographe, et donc qui leur dit quelque chose du genre les moutons, il leur fait une dictée, hein, les moutons mangent des herbes dans les presses, comme ça au moins il est sûr qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut, tous les signes du pluriel, etc. C'est l'effet Topaz, c'est-à-dire que, mais bon, ça c'est ridicule, mais l'effet Topaz, c'est un phénomène assez commun, hein, qui nous arrive en tant qu'enseignant de faire assez souvent. Et alors évidemment, il ne faut pas que l'aide qu'on apporte aux élèves soit du type de l'effet Topaz, parce que sinon, ça les empêche de problématiser. Mais il ne faut pas non plus les laisser dans le vague complet. C'est-à-dire qu'entre l'effet Topaz et ce que j'appellerais l'effet Sphinx, vous voyez le Sphinx, il y a des devinettes. Ouais, oui, bon, alors, mais normalement, on ne peut pas les résoudre. Hein. Donc l'effet Sphinx, c'est quand je pose uniquement la question, expliquez-moi pourquoi il y a des saisons. Ah ben, alors là, voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Enfin, je peux bien poser ça au début, mais très vite, je dois refermer le problème. Seulement, il ne faut pas que je le referme de n'importe quelle façon. Comment le refermer? C'est ça le problème. C'est ça le problème didactique. Quelle est l'information que je vais devoir donner qui va permettre aux élèves de construire le problème sans que je leur donne la solution. Hein, c'est ça. Comment aider, comme disait Maria Montessori, hein, comment aider l'élève à faire lui-même. Comment aider les élèves à faire par lui-même. C'est une espèce de contradiction. Hein, voilà. Et donc, nous, ce qu'on a inventé comme outil, c'est ce qu'on appelle l'inducteur de problématisation. L'inducteur de problématisation, c'est le petit, la chiconode qui va mettre l'élève sur la voie sans faire le travail à sa place. Ici, l'inducteur de problématisation, à mon avis, enfin, en tout cas, un qui marche, fondamental, c'est lorsque l'on dit, je ne sais plus, je ne retrouve plus ma diapo, mais enfin, vous vous souvenez, si, voilà, c'est le 3. Voilà, ça c'est le 3, c'est d'ailleurs qu'au bout d'un moment, quand on apporte cette donnée-là, il se passe quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner de manière automatique. Ça ne veut pas dire... L'inducteur, ce n'est pas un stimulus, on n'est pas dans le modèle behavioriste. Hein. C'est-à-dire, je donne un stimulus, je vais obtenir la réponse. Non, c'est un inducteur de problématisation. C'est-à-dire que ça va déclencher une réflexion. Ça va remettre la réflexion en marche. Mais ça ne veut pas du tout dire, on n'est pas assuré que les élèves vont trouver le principe explicatif. Hein? Mais, voilà, c'est cette idée d'inducteur de problématisation, c'est l'idée, voilà, comment on peut... qu'est-ce qu'il faut donner, hein, sur quelles données, par exemple, sur quel indice, etc. On peut mettre l'accent pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc on a établi dans des travaux des inventaires d'inducteurs, inducteurs pour poser le problème, inducteurs pour construire le problème, inducteurs pour résoudre le problème, et aussi pour interroger les hypothèses qu'on a faites, pour revenir sur reconstruire le problème, parce que souvent il faut reconstruire le problème, on l'a vu là, hein, il faut reconstruire le problème, et donc voilà. Alors, j'en viens à mon troisième point, les conséquences épistémologiques et didactiques de tout ça. Ça va, là? Ça va? Oui, bon. Alors, voilà, donc, trois points. D'abord, qu'est-ce que ça change par rapport à la conception qu'on peut se faire du savoir? Hein? Alors, ben, ça change tout. Voilà, ça change tout. Je cite, là c'est une citation d'un philosophe anglais, un historien philosophe anglais, Collingwood. Bon, j'aurais pu citer Popper ou Bachelard, enfin bon. Voilà, un savoir ne consiste pas en proposition, en affirmation, en jugement, quel que soit le nom que les logiciens ont l'habitude d'utiliser pour désigner les actes assertoriques de la pensée. Assertorique, ça veut dire ce qui relève du constat. De l'information. Donc, le savoir ne consiste pas en proposition. Voilà, la Terre, il paraît que la Terre tourne autour du Soleil. Bon. C'est pas ça le savoir. Ça, c'est le résultat
C'est une solution qu'on a trouvée à un problème fondamental à l'époque, et dont la solution, je vous prie de croire, hein, vous le savez bien d'ailleurs, elle a bouleversé la culture. Donc ce qui pour nous est une évidence, quelque chose qui va de soi, a été quand même, au moment de Copernic, de Galilée, a été quelque chose qui a bouleversé la culture de ce temps. Vous voyez comment, avec ce petit exemple, vous voyez comment le danger de l'école, c'est d'affadir complètement le savoir. Parce qu'évidemment, la tentation, c'est de dire, ce qu'on fait tous, hein, ben, vous savez bien que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bien sûr, tout le monde sait ça. Oui, tout le monde sait ça. Oui. Mais maintenant, si je dis, montrez-moi pourquoi. Bon, là, là, il va y avoir en général... il va y avoir en général un grand silence, hein, pour vous comme pour moi, parce que c'est pas évident du tout. Donc voilà, alors voilà, donc le savoir ne consiste pas donc dans ces affirmations, dans ces... c'est pas de l'ordre du dogme, si vous voulez, c'est pas des choses qui sont des phrases, le savoir n'est pas dans des phrases détachées, si vous voulez, hein, dans des propositions, comme il dit, détachées, comme ça, la Terre tourne autour du Soleil. Bon, il faut apprendre ça, ben oui, c'est comme ça. Non, il consiste, le savoir, dans la synthèse de ces assertions, hein, voilà, avec les questions auxquelles elles sont censées répondre. C'est-à-dire, au fond, et alors il continue, hein, une logique dans laquelle on se soucie des réponses et on néglige les questions est une fausse logique. Il ne dit pas que c'est une logique fausse, pas pareil, mais c'est que c'est une fausse logique, c'est-à-dire une manière erronée de comprendre le savoir. Autrement dit, si vous ne reliez pas de plusieurs manières, on va le voir, savoir et problème, eh bien, ça n'est pas du savoir que vous enseignez. Vous voyez ? Alors, Bachelard, que j'ai beaucoup pratiqué aussi, donc Gaston Bachelard, je suppose qu'en Suisse, sa pensée a franchi les frontières, disait que un enseignement des faits scientifiques n'était pas un enseignement scientifique. Parce qu'enseigner des faits, c'est comme enseigner des propositions. Ça n'est pas enseignement scientifique. Alors, on enseigne des choses vraies, hein, d'accord ? Mais ça n'est pas l'enseignement scientifique, parce que l'enseignement scientifique, c'est un enseignement, disait-il, qui se pose un problème, qui le construit, qui le résout, et ensuite, voilà, dire, ben oui, ça, c'est un résultat. Voilà, voilà donc... alors évidemment, vous pensez bien que ça interroge l'école parce que il y a quand même, on le sait bien, une grande tendance à l'école de fétichiser, c'est-à-dire, vous voyez bien, de ne conserver de cette problématisation que son résultat. Hein, et donc, je reconnais que c'est non seulement une tentation, mais c'est souvent inévitable. On ne peut pas non plus tout reconstruire. Hein, voilà. Alors le problème, c'est de savoir quand même, dans tout ce qu'on enseigne, qu'est-ce qui vaut d'être vraiment reconstruit, quelles sont les choses vraiment importantes qu'il faut vraiment reconstruire, et les choses, bon, bah, qui, évidemment, comme on ne peut pas tout, on ne peut pas réinventer la roue, voilà, quelles sont les choses que l'on peut laisser comme ça, comme des boîtes noires qu'on n'interroge pas, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, à l'école, problématiser du matin au soir et revenir sur les questions. Je vous ai dit que c'était impossible. Mais le choix de l'enseignant, et d'ailleurs, bon, mon ami Jean-Pierre Astolfi, bon, qui est disparu aujourd'hui, disait qu'au fond, le gros problème, c'était que les enseignants, alors lui parlait des enseignants de biologie, et les enseignants, ils se fixent sur leur manuel, hein, alors ils découpent leurs cours, dans le manuel il y a 25 chapitres, parce que ben, les éditeurs, il faut qu'ils fassent des gros livres pour les vendre, etc. Mais que si ces enseignants-là, on leur apprenait à faire une analyse épistémologique du savoir en jeu, et bien sur un programme de biologie du collège, disait-il, il y a 5 concepts. Et pas 25, 5 concepts.
Et c'est autour de ces 5 concepts, bien sûr, qu'il y a beaucoup d'informations à apporter. Mais il y a 5 concepts. Donc, il y a 5 problématisations à faire. Vous voyez ? Alors évidemment, c'était l'idée que, voilà, il faut faire une espèce de toilette épistémologique, disait-il, de son programme pour se demander quels sont les noyaux conceptuels autour desquels ce programme tourne, et sur ces noyaux conceptuels, on peut être sûr que les noyaux conceptuels, ce sont des choses qui vont être difficiles à apprendre, hein, où il va y avoir des obstacles, comme disait Bachelard. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler, et c'est ça qu'il faut construire. Voilà, alors Bachelard disait que, finalement, si on voulait un peu briser ce dogmatisme scolaire, cette tendance à ramener le savoir à des propositions qui ne répondent plus à aucun problème, il fallait se soucier de 3 dimensions du savoir. 3 dimensions du savoir. Hein, pour Bachelard, il y a d'abord une dimension historique du savoir. Je ne sais pas comment vous avez appris la physique, mais moi, j'ai appris la physique comme si les lois de Newton tombaient du ciel. Bon, je sais bien qu'il y a l'histoire de la pomme, mais bon, ça c'est une anecdote. Ouais, bon, on voyait passer des équations, hein, elles arrivaient comme ça, comme des météorites. On ne savait pas d'où ça venait, et on ne savait pas d'où ça allait. Mais il fallait gratter, et puis voilà. Alors, si on explique les lois de Newton, sans expliquer quel problème se pose Newton, à l'époque, et pourquoi il arrive à ces solutions-là, eh bien on ne fait pas un enseignement scientifique, je regrette. Voilà, c'est-à-dire qu'au fond, ça c'est la dimension historique, c'est-à-dire que ces concepts-là, les savoirs qu'on a inventés, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été inventés à partir des problèmes que les savants de l'époque se posaient. Ça c'est la dimension historique. Même le prof de physique, dans mon système pédagogique, doit faire un peu d'histoire des sciences. S'il ne fait pas de l'histoire des sciences, eh bien, voilà, les lois de Newton, et puis, sont des espèces d'aérolites, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça va. Voilà, bon, voilà, cette dimension de culture, c'est fondamental pour moi, cette dimension de culture, hein, historique. Mais évidemment, les lois de Newton, une fois qu'elles ont été inventées, elles répondent à des problèmes de Newton, mais évidemment, comme aujourd'hui, on peut les utiliser pour résoudre des problèmes que Newton ne se posait pas, pour envoyer des fusées sur la Lune, pour faire voler des avions, etc. Donc, il y a deuxième dimension du savoir, c'est sa dimension heuristique, c'est-à-dire, au fond, heuristique, ça veut dire qui cherche la dimension de recherche. C'est-à-dire que le savoir, dit Bachelard, c'est non seulement c'est le résultat d'une problématisation historique, mais c'est aussi un outil pour poser, construire et résoudre d'autres problèmes. Il faut donc engager le savoir dans cette dimension-là, heuristique. C'est-à-dire que le savoir, ben oui, il doit servir à quelque chose. Sinon, ce n'est pas un savoir. Le savoir qui ne sert à rien n'est pas un savoir. Et je dis le mot servir, mais c'est pas, je n'emploie pas ça au sens utilitaire. Hein, le savoir mathématique, il peut servir à faire d'autres mathématiques. C'est pas simplement je devrais mieux dire qu'il doit être opératoire. Voilà. Comme ça détacherait le concept d'utilité de ces applications. Ça ne veut pas dire qu'il doit être appliqué, forcément. Même le savoir, s'il reste théorique, hein, il est engagé dans d'autres problèmes. Et puis, troisième dimension du savoir, le savoir est systématique. C'est-à-dire que les concepts qu'on a trouvés, les savoirs qu'on a trouvés, eh bien, ils forment système. Il faut montrer comment telle loi de Newton, finalement, s'incorpore, comme dirait Bachelard, à un corps de savoir. Et ça, c'est très important, et ça renvoie à ce que les didacticiens appellent l'institutionnalisation du savoir. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, le risque, même si on est, je dirais, dans la pédagogie la plus active possible, on a fait des situations problèmes, etc., les élèves ont trouvé la solution du problème, oui, mais c'est quoi cette solution? C'est quoi quelle est sa signification? Comment ça s'incorpore dans un savoir? Ah ben tiens, on vient de trouver la proportionnalité. Ah ben oui, c'est intéressant. Enfin non, Brousseau, on vient de résoudre le puzzle, vous savez, hein, on a reconstruit. Oui, c'est très bien, on a bien travaillé. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, au point de vue mathématique?
On a inventé, on a retrouvé quelle notion mathématique? Comment cette notion se coordonne avec les autres? Hein, voilà. Ce travail de systématisation, comme dit Bachelard, il ne peut venir qu'après. Il ne s'agit pas de commencer par ça, hein, comme on faisait moi dans l'enseignement de mon temps. Il vient après. La formalisation, dit-il, vient après. Sinon, elle est prématurée. Si vous faites ça au début, vous larguez les 3/4 des élèves. Si vous ne le faites pas à la fin, vous en larguez aussi parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils ont résolu des problèmes, c'est vrai. Ils ont construit des outils. Ils savent peut-être à quoi servent les outils, mais ils ne savent pas que ces outils s'intègrent dans un corps de savoir. Ils ne connaissent pas la boîte à outils. Ils connaissent un outil. Hein, voilà. Alors, évidemment, alors je termine, hein, parce que voilà, quelles sont les conséquences sur l'apprentissage? Eh bien, alors, au fond, la notion de compétence qui vous préoccupe. En termes de problématisation, être compétent, c'est s'y connaître. C'est le philosophe Olivier Reboul qui écrivait ça bien avant que les sciences de l'éducation se préoccupent des compétences. Il voulait faire une pédagogie, non pas des compétences, mais de la compétence. De la compétence. Et il distinguait, et il disait, au fond, être compétent, c'est s'y connaître à un domaine. Hein, le plombier, il s'y connaît dans son domaine. Le mathématicien, il s'y connaît. Et que ça voulait dire s'y connaître. S'y connaître, ça voulait dire 3 sortes de savoir. Savoir que, avoir de l'information. Savoir comment, savoir résoudre les problèmes. Et savoir pourquoi, c'est-à-dire savoir intégrer, donner les raisons, hein, des choses qui marchent, et de savoir pourquoi ça marche pas. Hein. Alors, donc, vous voyez, dans l'idée de compétence, pour nous, hein, je ne dis pas que ça épuise l'idée de compétence, c'est notre entrée dans l'idée de compétence, c'est s'y connaître. Et s'y connaître, c'est effectivement quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui sait poser, construire, résoudre des problèmes et les intégrer dans un ensemble. Donc il y a un lien fort entre compétence et problématisation. Alors, ceci dit, deuxième point, c'est que, alors, le risque avec l'idée de problématisation, c'est de croire que c'est une clé universelle. C'est-à-dire que quand on sait problématiser dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il ne m'est jamais arrivé d'apporter, quand je suis malade, d'aller voir mon garagiste. Or, garagistes et médecins font tous les deux des diagnostics. Ils problématisent. Voilà. C'est-à-dire que problématiser, ça suppose connaître le domaine. Alors évidemment, ça pose un problème redoutable. C'est-à-dire que, comme tout éducateur, ou comme tout enseignant, j'enseigne, mettons, une discipline ou un secteur d'activité, et j'aimerais bien que mes élèves transfèrent ça à d'autres activités. Bien sûr, si on ne postule pas le transfert, notre métier ne sert pas à grand-chose. Ceci dit, ce transfert, vous savez bien, les psychologues ne savent pas trop comment ça fonctionne, et ça ne veut pas trop... On ne sait jamais si ça va fonctionner ou pas. Et donc, si je veux transférer une compétence... La compétence est toujours liée à un domaine, hein, c'est comme le tribunal. Le tribunal est compétent dans une certaine circonscription, et pour un certain genre de délit. Hein, la compétence, étymologiquement, c'est un savoir-faire lié à un domaine. Alors, la problématisation, c'est pareil. Évidemment, il faut conjuguer les deux choses. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une méthode générale, comme dit Dewey, il y a un schème général de l'enquête. C'est-à-dire que, oui, il y a bien quelque chose de commun entre ce que fait le garagiste et ce que fait le médecin. Ils font tous les deux des diagnostics. Sauf que, pour faire le diagnostic médical, il ne faut pas avoir les mêmes données, il ne faut pas avoir les mêmes conditions que pour faire le diagnostic, bien que nous soyons un peu des machines, peut-être, hein, comme disait Descartes. Enfin bon, voilà, ça marche pas. Donc voilà, le problème, c'est ça. Ne pas croire que la problématisation dispense d'acquérir des connaissances dans le domaine. Alors vous me direz, alors ça veut dire qu'il faut d'abord apprendre des choses et ensuite, quand on sera grand, problématiser. Ben non. Ben non.
parce que ça c'est aussi le défaut de l'éducation, c'est vous savez, ce qu'on appelle la procrastination, hein, c'est-à-dire au fond, remettre à demain hein, les choses. Et alors évidemment ça voudrait dire, bah, écoute, fais tes gammes et puis quand tu sauras bien faire, tu joueras Mozart. Si vous faites comme ça, vous n'avez aucune chance de jouer Mozart jamais dans votre vie. Hein, voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'abord apprendre et puis ensuite problématiser. Je crois qu'il faut lier apprentissage et problématisation. Moi, j'ai fait des travaux, quand j'étais plus jeune, sur la problématisation en classe maternelle. En classe maternelle, on peut problématiser. Moi, j'ai montré qu'on peut aider les élèves de classe maternelle, lorsqu'on leur raconte des histoires, à comprendre ces histoires, à voir les relations qu'il y a entre les personnages des histoires, à se demander s'ils sont gentils ou méchants les uns avec les autres, et pourquoi ils sont gentils ou sont méchants, etc. Enfin, pourquoi on peut dire qu'ils sont gentils. Donc, la problématisation, c'est pas quelque chose à laquelle on va accéder une fois qu'on a appris. Non, c'est quelque chose qui est lié à l'apprentissage, mais évidemment, le rôle de l'éducateur, c'est de savoir, comme je disais tout à l'heure, à chaque niveau, hein, ce qu'il est indispensable de mettre en question si on veut progresser, et ce qu'il ne faut pas mettre en question si on veut progresser. Parce qu'il y a des curiosités, si vous voulez, qui sont intempestives. Si, au moment où l'élève, le jeune élève apprend faire des additions, 2 et 2 font 4, si jamais il demande « mais pourquoi ça fait 2 et 2 font 4 et pas 2 et 2, et pourquoi 2 et 2 ne font pas 5 ?» Vous voyez bien que c'est une question, alors je ne dis pas qu'elle est idiote, hein, mais c'est une question qu'on va poser en master de mathématiques. Alors si je pose cette question-là, et si ça devient une obsession, je n'apprendrai jamais à faire des additions. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de dire, c'est de savoir à quel niveau et pour quel problème, pour quel apprentissage, enfin, ce qu'il est nécessaire de mettre en question et ce que l'on doit considérer comme étant quelque chose de fiable. Voilà, qu'on ne remet pas en question. Le prof d'histoire, je dirais, avant qu'il puisse faire s'interroger ses élèves sur le fait de savoir si Jeanne d'Arc, enfin, les histoires de Jeanne d'Arc, ce qu'elle entend, etc., c'est de l'histoire ou c'est de la légende, bah, il faut d'abord que les élèves connaissent quelque chose de Jeanne d'Arc, hein, qu'ils sachent au moins, enfin, qu'on leur ait raconté cette histoire-là. Voyez, donc voilà, c'est le rôle de l'enseignant, et ça c'est très important, et j'y tiens beaucoup. Et là aussi on retrouve ça dans le dernier livre de Wittgenstein, de la certitude, c'est le rôle de l'éducateur est fondamental dans la problématisation, parce que, comme je vous le rappelle, dans l'idée de problématisation, il n'y a plus de point fixe absolu, mais il y a des points fixes dans le changement. Et le rôle de l'éducateur, c'est de déterminer ce qui, dans cet apprentissage-là, hein, doit jouer le rôle de point fixe et ce qui doit être remis en question. Voilà. Alors ça c'est fondamental. C'est ce que j'appellerais l'autorité. Vous voyez, l'autorité intellectuelle de l'éducateur ou de l'enseignant, c'est celui qui dit pas question. Pas question. Si tu ouvres cette boîte noire, alors tu ne peux pas t'en sortir. Par contre, c'est celui qui va mettre à la question. Alors, il ne va pas mettre l'élève à la question, on n'est pas à torture, mais celui qui va dire non, si tu ne poses pas cette question, ça ne peut pas aller non plus. Donc, vous voyez, il y a d'un côté pas question parce que sinon tu n'y arriveras pas. Et puis ça, ben, ce qui paraît aller de soi, non, il faut que tu le mettes en question. Voilà. Alors, juste, j'ai 3 minutes ou j'ai fini ? 3 minutes. Juste pour un mot sur la question de la voilà, de la pluriarité, etc. Du point de vue de la problématisation. Alors, je vais vous donner un petit schéma que j'ai fait à la fin. Voilà. Il y a 2 façons. Alors ça, c'est Michel Serres qui nous dit il y a 2 façons de concevoir l'encyclopédie. Soit vous concevez la discipline comme des sphères comme ça, indépendantes les unes des autres, et alors la purie, ça devient quelque chose d'improbable. C'est-à-dire comment arriver à relier ces trucs-là, etc. Ça paraît toujours très artificiel. Mais si on conçoit l'encyclopédie comme un réseau,
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une discipline? Ben, une discipline se définit par son lien aux autres disciplines. Par exemple, il dit qu'est-ce que c'est que l'informatique? C'est une discipline informatique. Ouais, mais en même temps, c'est un tas de disciplines. C'est un peu de logique, un peu d'électronique, un peu de tout. Et voilà. Donc, alors, c'est ce que dit Fourez aussi. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, voilà. Il y a des problèmes qui exigent qu'on referme, qu'on s'attache à un nœud de l'encyclopédie. Une discipline. Il y a des problèmes qui exigent d'être posés, construits, résolus de manière strictement disciplinaire. Il y a un problème de chimie, il y a un problème de biologie, etc. Et donc là, bah oui, ces problèmes-là, ils sont traitables dans la discipline. Il y a d'autres problèmes, alors c'est les îlots de rationalité, hein, qui ne peuvent pas être traités dans le cadre d'une discipline, qui sont à l'intersection de plusieurs disciplines. Et là, il ne faut pas hésiter. Il faut les traiter de manière... Voilà. Donc, si vous voulez, du point de vue de la problématisation, voilà, d'une part, il ne faut pas négliger, il ne faut pas dévaloriser les disciplines, parce que les disciplines sont... alors là aussi, je citerai Astolfi, les disciplines, il y a un corps de savoir, il y a des méthodes éprouvées, et c'est très formateur, donc il ne faut pas du tout... négliger les disciplines, c'est pas mal, hein, c'est très bien. Et donc, pour certains problèmes, on est obligé de se refermer sur une discipline constituée. Sachant que la discipline constituée, historiquement, aujourd'hui, bon, ben, c'est de toute façon, en même temps, c'est pas quelque chose, c'est pas une cellule, c'est quelque chose qui est ouvert sur d'autres disciplines. Hein. Bon, mais enfin, il y a des problèmes qui exigent de se recentrer, voilà. Et il y a d'autres problèmes qui exige de se situer, voilà, à l'intersection de plusieurs disciplines. Donc, je veux dire, pour nous, la question de la plurie, de l'inter, etc., c'est pas une mode, c'est pas quelque chose qu'on doit généraliser à tout prix. Il faut simplement se poser la question, alors on verra cet après-midi dans les ateliers que c'est pas évident. Il faut se poser la question, quel genre de problème, pour être traité, voilà, eh bien, exige que l'on se recentre sur une discipline, quel genre de problème exige plutôt qu'on se décentre ou qu'on se situe au carrefour d'un truc. Mais ça suppose, je parle là pédagogiquement, que les enseignants aient réfléchi et construit eux-mêmes le savoir qu'ils doivent faire apprendre à leurs élèves. Parce que s'il n'y a pas eu de réflexion préalable sur « mais de quel problème s'agit-il ?» et comment on peut le construire, quelles sont les solutions possibles, ah ben, il y a des chances qu'il ne puisse pas se passer grand-chose d'intéressant chez les élèves aussi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la problématisation. J'espère ne pas avoir été trop abscon. Voilà. Merci.